Alors, apprendre, c'est je dirais, une stratégie, une fonction humaine qui est tout à fait importante pour nous. Peut-être on en reparlera après. Elle est aussi à la source d'une certaine identité de l'individu. Et apprendre, c'est apprendre selon plusieurs modalités. En fait, la neuropsychologie a déjà séparé deux types de mémoire, les mémoires à court terme et les mémoires à long terme, donc ce que la plupart du grand public connaît déjà, et a été un peu plus loin en parlant aussi, en expliquant qu'il existe une mémoire déclarative et une mémoire non déclarative, mémoire implicite. Alors la mémoire implicite, c'est la mémoire, par exemple, faire du vélo. Ce sont des savoir-faire qu'on a intégrés sur le plan cérébral et personnel. Par contre, la mémoire déclarative, c'est vraiment la mémoire des faits, où on peut décrire tous les événements, l'environnement, le lieu, l'heure, etc. De nombreux détails qui sont ramenés à la conscience. Voilà. Donc, tous ces types de mémoire répondent à des structures biologiques et surtout à des systèmes, c'est-à-dire des voies qui vont organiser ces types de mémoire qui sont différentes. En fait, il y a à la fois des voies, des réseaux, mais il y a aussi des dispositifs au niveau des relations entre les neurones, donc les synapses qu'on appelle, et qui vont transmettre de l'information dans ces réseaux. Et c'est l'efficacité de ces synapses qui va être modifiée peu à peu pour justement intégrer des traces mnésiques. Pour revenir sur la mémoire en tant que telle, je crois qu'il est important d'avoir compris qu'il y a plusieurs strates en fait dans le cerveau qui permettent de garder une trace d'un événement. Il y a d'abord les régions qui perçoivent en fait, les régions visuelles, les régions auditives, je dirais même aussi les régions qui font, c'est-à-dire les régions motrices. Et là déjà va se situer un lieu de stockage, soit temporaire, soit permanent. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la mémoire n'est pas située à un endroit du cerveau, mais la mémoire est distribuée sur l'ensemble des aires qui ont contribué en fait à percevoir par exemple un événement. La vision est un modèle extrêmement intéressant parce que on sait maintenant que la vision est liée à la coopération de plusieurs structures cérébrales. Le lobe occipital qui est en arrière, et ce lobe occipital reçoit les informations visuelles, il les traite, les couleurs, la forme, etc. Mais en fait, peu à peu, il va y avoir une propagation de cette information vers le haut, vers le lobe pariétal, qui lui va traiter du mouvement, par exemple, et de la localisation dans l'espace. Et en même temps, il va envoyer des informations vers le bas, donc le lobe temporal, et là, on va traiter l'analyse de l'image, la couleur, la forme, etc. Donc on arrive ici déjà à un modèle distribué de la perception qui va être réalisé par la coopération, avec un timing précis, de 3 lobes au minimum, en sachant que le lobe frontal intervient, ça fait 4. Donc c'est extrêmement complexe. Et ce n'est pas une région, c'est un réseau. Et là, on est déjà dans le cadre de la mémoire immédiate. C'est-à-dire que l'information arrive, on peut la garder quelques instants, et cette mémoire immédiate, elle est médiée entre les parties qui reçoivent l'information et une autre partie qui est en avant, vers le front, donc le lobe frontal, qui va essayer de les stabiliser, ce qu'on appelle la mémoire de travail, notamment, et qui va nous permettre de garder quelques instants une information, le temps de préparer une opération qui aura besoin de cette information un petit peu plus tard. Lorsqu'on veut intégrer une mémoire à plus long terme, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il va falloir qu'il y ait un circuit dans le cerveau qui commence à rentrer en résonance, qui va stabiliser peu à peu l'information, et cette information va finir au bout d'un certain temps, mais il faut un délai tout à fait important, pour que, au début, il s'agisse de renforcer l'efficacité des connexions, mais à force de répéter, après des heures et des répétitions importantes, on finisse par modifier les connexions de ce réseau pour les renforcer. Et donc c'est là où on voit que cette répétition, cet apprentissage, va modifier à long terme, en fait, les régions cérébrales
qui vont stocker de façon distribuée, dans le lobe occipital pour la vision, dans le lobe temporal pour l'audition, etc., qui vont stocker ces informations en modifiant, en fin de compte, les contacts, les jonctions des neurones entre eux, et les stabiliser. Donc on améliore ces jonctions. Alors ça, c'est génétique. C'est-à-dire qu'il y a une information qui remonte au gène et qui lui demande que du fait de la répétition, ces neurones commencent à générer de nouvelles connexions, qui vont pousser, qui vont se stabiliser, qui vont devenir vraiment fonctionnels et qui vont rester longtemps, voire définitivement. En fait, lorsqu'il y a un signal qui va se répéter, ce signal va entraîner l'activation en fait, de certaines protéines, qu'on appelle des kinases, qui vont avoir deux actions. Une action à court terme sur le renforcement de l'efficacité des synapses, comment on transmet le signal nerveux, tout simplement. Mais à long terme, si ça se répète vraiment, le signal va remonter vers le noyau et va être transmis sur certains gènes pour démarrer en fait une synthèse protéique à partir de ces gènes. Et on est dans le noyau là. Et donc, cette information, ces protéines qui sont générées après un certain délai, du coup, évidemment, vont redescendre de manière à activer, en fin de compte, la pousse des nouvelles connexions, et ce qu'on appelle le spotting, en fait, où on voit que même chez le rat, on fait les expériences, on voit très bien un neurone assez pauvre en terminaison et donc en connexion, et après ces apprentissages, eh bien, on voit le nombre de connexions qui s'est démultiplié. Donc c'est physiquement parfaitement visible.